pour, c'est-à-dire terminer ce module. Normalement, je parle de management des risques, je vous avais dit la dernière fois qu'il s'agit d'un préalable à l'audit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si l'auditeur veut réaliser sa mission, elle ne pourra pas la réaliser lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un contrôle interne et donc d'un management de risque. Ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que le rôle de l'auditeur, c'est de pouvoir évaluer les risques éventuels et de pouvoir évaluer, bien sûr, est-ce que l'entreprise avait bien mesuré tous les risques, est-ce qu'elle les avait évalués d'une manière très convenable et en plus, est-ce que l'entreprise, elle a mis en place tout un dispositif pour pouvoir, bien sûr, gérer ces risques. Donc, c'est ça le rôle de l'auditeur. Je répète, le premier rôle, c'est l'évaluation du contrôle interne. Et lorsque je dis l'évaluation du contrôle interne, par là même, c'est l'évaluation du management des risques. Donc, avant de voir ça, on va revenir à la notion d'un risque. D'ailleurs, ce que nous avons vu la dernière fois, nous avons vu comme quoi un risque, c'est un danger. C'est vrai. C'est-à-dire, automatiquement, lorsque je dis un risque, il est caractérisé par quoi? C'est par la probabilité de sa réalisation. C'est-à-dire, ce n'est pas un élément certain. C'est la raison pour laquelle je dis c'est un aléa. Et lorsque je dis aléa, c'est-à-dire un événement aléatoire, susceptible d'être plus ou moins intensément dommageable. Donc, ça veut dire, si jamais le risque se réalise, automatiquement, il va générer une perte pour l'entreprise. Est-ce que vous avez compris? Je vous donne un exemple très simple, c'est-à-dire le contraire d'un risque, c'est une opportunité. Normalement, lorsque je dis une opportunité, c'est une chance à saisir. Mais le risque, c'est quoi? C'est un événement aléatoire, mais si jamais il se réalise, automatiquement, on va avoir une perte pour l'entreprise. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque je dis, par exemple, nous avons un risque de perdre une partie de la clientèle, d'accord? Soit par une mauvaise gestion, soit par un problème quelconque. Donc, automatiquement, si on perd la clientèle, qu'est-ce qui va se passer? Le chiffre d'affaires va être réduit et donc la rentabilité de l'entreprise va être réduite. Lorsque je dis par exemple le risque de change, c'est le risque de supporter une perte de change. Bien sûr, lorsqu'on supporte une perte de change, c'est un résultat qui va chuter et c'est un résultat qui va baisser. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est bon? Oui, madame. Très bien. Donc maintenant, lorsqu'on va élaborer un répertoire des risques, qu'est-ce qu'on va voir par la suite? La deuxième étape, c'est quoi? C'est que chaque risque, on va essayer de l'évaluer avec, je dirais, un couple. C'est ce que j'appelle la fréquence, c'est-à-dire ce risque se répète combien de fois, et la gravité, c'est-à-dire si jamais il se réalise, quel est le coût que l'entreprise peut supporter. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque je dis un risque d'erreur, normalement, le risque d'erreur sans coût, il est minime. Mais s'il se répète plusieurs fois, c'est-à-dire un comptable qui fait des erreurs plusieurs fois, automatiquement, le coût va être élevé. Je peux avoir un autre risque, c'est-à-dire lorsque nous avons la fréquence, elle est réduite, c'est-à-dire il est peu fréquent, mais si jamais il se réalise, le coût est élevé. Par exemple, le risque de fraude ou là, le risque de vol, même si la fréquence, elle est peu, c'est-à-dire, je dirais, répétitive, mais le coût, il peut être un coût élevé. C'est la raison pour laquelle, toujours pour mesurer le risque, je retiens le couple, ce que j'appelle fréquence-gravité. D'accord? Très bien. Donc, ceci va nous amener, bien sûr, à voir les différents types de risques. C'est surtout ce qu'on appelle au niveau de l'entreprise les risques opérationnels. Si vous voulez, les risques opérationnels de manière très simple, ce sont les risques qui affectent le déroulement normal des opérations. Donc, il s'agit d'une perte directe ou indirecte résultant de l'inadaptation ou de la défaillance, soit au niveau des procédures. Et vous savez, les procédures, ce sont, si vous voulez, les normes ou bien toutes les formalités nécessaires qui vont justifier le déroulement d'une activité. Donc, si nous avons une procédure défaillante, peut-être il va générer un risque au niveau de son application. Je vous donne un exemple très simple. Vous savez qu'au niveau de l'entreprise, normalement, on doit insister sur l'existence des procédures formelles. Qu'est-ce que ça veut dire?
Lorsque je vous dis, par exemple, la procédure d'achat, il va normalement résumer et décrire comment une opération d'achat se réalise au sein de l'entreprise, c'est-à-dire à partir de l'expression du besoin jusqu'à ce qu'on aurait la livraison du fournisseur et bien sûr l'analyse de la conformité de ce qu'on a eu comme livraison. Donc ça, c'est une procédure. Si la procédure est défaillante, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être la personne qui est chargée de l'appliquer, il va l'appliquer mal, mais ce n'est pas dû à la personne. Ceci est dû à la défaillance de la procédure. Est-ce que c'est clair? Donc, lorsque je parle d'un risque opérationnel, il peut émaner d'une inadaptation ou d'une défaillance de procédure. Par exemple, je vous donne un poste de comptable, mais la procédure de comptabilisation, elle est erronée. Si vous voulez l'appliquer à la lettre, vous allez commettre des défaillances, mais qui ne sont pas dues à vous, mais ils sont dus à la défaillance de la procédure. D'accord? Deuxième type, on peut avoir par exemple des risques opérationnels qui émanent des personnes elles-mêmes, c'est-à-dire un opérationnel bien sûr qui est, je dirais, qui n'est pas assez compétent. C'est-à-dire ça peut être un problème de compétence, ça peut être un problème de formation, c'est-à-dire il y a des nouveautés mais on n'a pas lancé de formation pour le personnel, ce qui fait qu'on peut avoir des anomalies, des défaillances au niveau de la réalisation du travail. Je peux avoir par exemple des défaillances au niveau du système, c'est-à-dire tout le système fonctionne mal, c'est-à-dire vous avez des problèmes de communication au sein de l'entreprise. Nous avons un problème au niveau du système d'information, il n'y a pas de définition de tâches qui est claire et nette. Il n'y a pas, par exemple, une communication qui est favorisée entre les opérationnels et le top management, et ainsi de suite. Ça peut être aussi de causes externes. C'est quoi de causes externes? Je peux vous donner un exemple très simple. Si on prend par exemple le risque d'inondation, normalement l'inondation, le fayadanat, vous savez que jusqu'à récemment, ce risque n'a pas été pris en considération par les entreprises jusqu'à après les dégâts qui ont été bien sûr enregistrés suite à des inondations successives au Maroc. Donc, lorsqu'il y a un risque d'inondation, normalement, qu'est-ce qui va se passer? Il y aurait peut-être un arrêt d'activité. D'accord? Cet arrêt d'activité, il va se traduire par quoi? Par un risque opérationnel. C'est que l'entreprise ne pourra pas fonctionner normalement. Est-ce que c'est clair? Donc, finalement, d'ailleurs, ce que j'aimerais que vous sachiez, que je peux dire la chose suivante, que tous les risques, normalement, peuvent être des risques opérationnels, mais peuvent être soit d'origine interne, soit d'origine externe. Est-ce que c'est clair? Ça va jusqu'ici, s'il vous plaît? Oui, madame. S'il vous plaît, une question à propos de la Oui, défaillance de procédure. Est-ce qu'il oui. la mise en place ou bien le contenu elle-même qui est défaillant? C'est-à-dire maintenant, on dit si la procédure n'est pas lente, ça c'est un autre sujet. C'est-à-dire ici, je ne peux pas parler normalement des risques parce que ici c'est simple. Lorsqu'il n'y a pas de procédure, on ne peut pas travailler, on ne peut pas contrôler. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, je vais supposer que la procédure est là, mais il est défaillante. Elle est défaillante, soit elle n'est pas bien faite, soit il n'est pas mis à jour. Parce qu'il faut savoir une chose, que normalement au niveau des procédures, on doit les mettre en place, mais on doit les mettre à jour annuellement pour adapter bien sûr ou bien pour tenir compte de toutes les adaptations nécessaires. C'est-à-dire s'il y a un changement, il doit être décrit dans la procédure. Sinon, nous avons une procédure qui est inadaptée. Qu'est-ce qui se passe? Les opérationnels vont travailler toujours avec, parce que normalement, un opérationnel, dans la plupart des cas, il respecte ce qui est écrit dans la procédure. D'accord? Mais si la procédure n'est pas là, ça c'est un autre sujet. C'est-à-dire parce que ici, la seule recommandation de l'auditeur dans ce cas, il ne va pas évaluer les risques, mais il va dire il faut mettre en place les procédures de manière formalisée. D'accord? Et bien sûr qu'ils doivent être conformes soit à la réglementation, soit au règlement interne de l'entreprise. Pour ne pas, pour rien, ne laisser rien au hasard, pour ne pas dire
que, par exemple, moi, opérationnel, je suis chargée d'une opération donnée ou bien d'une activité donnée. Si je n'ai pas une procédure de travail, là, vous ne pouvez pas me contrôler. Est-ce que vous avez compris? Donc, si vous voulez, pour les procédures, c'est un travail préalable qui est nécessaire pour un travail d'un auditeur. Donc, si nous ne les avons pas, bien sûr, la seule recommandation, il faut les mettre en place. Si nous les avons et elles sont défaillantes ou bien inadaptées, il faut les adapter, il faut les corriger. Ça va? Oui, c'est clair. Merci beaucoup, madame. Très Oui, bien. madame, c'est clair. Donc, ici, je vais vous donner quelques exemples. C'est juste à titre indicatif de risque. Par exemple, si je prends le cas des banques, nous avons ce qu'on appelle les risques sur la sécurité, qui sont relatifs à quoi normalement? Transport de fonds, sécurité des locaux et des personnes, protection des valeurs. Ça, je pense que vous pouvez le comprendre. Par exemple, une banque, elle doit avoir une certaine sécurisation, surtout concernant le transport de fonds, la sécurité des locaux et les personnes, protection des valeurs. Bien, maintenant, comment peut-on gérer ce risque? C'est en adoptant bien sûr des mesures de sécurité. C'est le contrôle interne. Transport de fonds, c'est-à-dire vous avez des matériels de transport spécifiques. Vous avez par exemple la protection des valeurs, c'est avoir des coffres forts blindés et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Si l'entreprise n'avait pas mesuré le risque, elle ne pourra pas le gérer. Donc, c'est pourquoi je dis ce qu'il faut faire, c'est-à-dire à quoi il faut faire attention, c'est cette hiérarchie-là. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à évaluer tous les risques que je cours, automatiquement, je ne pourrai pas les gérer. D'accord? Donc, je ne pourrai pas parler d'un contrôle interne en l'absence d'une gestion de risque. Et je ne pourrai pas parler d'un audit interne en l'absence d'un contrôle interne. D'accord? Deuxième exemple, risque sur les transactions. Erreur, négligence, non-respect des procédures, défaut d'observation de normes et des usages professionnels, mauvaise rédaction des contrats, litige avec les clients et les fournisseurs. Bien sûr, ça veut dire toutes les transactions que l'entreprise pourra entreprendre avec l'une des parties prenantes, ça doit être aussi bien décrit dans les procédures et bien défini. Sinon, on risque d'avoir des problèmes. D'accord? Je vous donne un exemple très simple. Si je prends toujours le cas des banques, pour la procédure d'octroi de crédit, si par exemple nous n'avons pas une procédure claire, automatiquement la personne chargée de donner un crédit elle pourra ne pas respecter certaines normes, ce qui fait qu'on peut distribuer des crédits à tort et à travers et on pourra porter préjudice donc à la banque. Nous avons d'autres exemples, c'est les risques techniques. Surtout ça concerne le système d'information et de gestion inadapté, erreur dans la conception des programmes, sécurité insuffisante ou bien outils informatiques dépassés. Ou bien parfois, je peux utiliser un logiciel qui est dépassé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le risque technique. Nous avons les risques de sources externes. Par exemple, il y a un changement de réglementation et nous, on n'a pas pu se rendre compte. Le cas des catastrophes naturelles, l'environnement politique, par exemple, guerre civile, environnement, par exemple, économique aussi défavorable, c'est le cas actuel avec le Covid-19, par exemple. C'est-à-dire, il y a tellement d'événements qui peuvent générer des risques potentiels pour l'entreprise. Et donc, lorsque j'arrive à bien répertorier tous les risques, automatiquement, on va savoir par anticipation comment peut-on les gérer. Nous avons aussi le cas des risques organisationnels et humains, non-respect des normes d'éthique et déontologiques régissant la profession, conflits sociaux, perte de compétences, répartition de tâches et des responsabilités, qualité du management. Et vous savez très bien que lorsque nous avons une mauvaise qualité de management, c'est-à-dire le climat de travail, il devient un climat défavorable, et tout ça, bien sûr, ça va se répercuter sur la performance et la rentabilité de l'entreprise. Nous avons les risques délictuels, et ça, bien sûr, c'est un niveau élevé, c'est-à-dire on arrive là à parler de ce qu'on appelle des crimes carrément, c'est de la criminalité, fraude externe, malversation, détournement de fonds, par exemple, dégradation de locaux, agression, vol, etc.
C'est-à-dire ici, l'intention délictuelle, elle est là. Et donc, vous avez ici un aspect de crime. Ça aussi, ça peut représenter un risque pour l'entreprise. Nous avons le risque de fraude. Normalement, ce risque de fraude il est lié à la perte de revenus de capital dû à une tromperie intentionnelle de la part d'un employé ou d'un client, par exemple surfacturation, vol, manipulation des données et retrait frauduleux. Par exemple, ici, si je vous donne un cas, normalement, lorsqu'on a une surfacturation pour un client, par exemple, c'est-à-dire majorer les prix de vente, ou bien on peut avoir le cas inverse, c'est que l'entreprise, elle peut être surfacturée par son fournisseur. Dans ce cas, bien sûr, le fait qu'il s'agit d'un élément intentionnel, on peut donc le qualifier de fraude, carrément. D'accord? C'est bon jusqu'ici, s'il vous plaît. Oui, madame. Très bien. Donc, si je récapitule, ce qu'il faut retenir, on dit que normalement, dans l'entreprise, dans le déroulement normal de son activité, elle court des risques. Bien sûr, ces risques, tous les risques, ils peuvent provenir de différentes sources, soit des sources internes, soit des sources externes. L'essentiel pour l'entreprise, avec un management de risque, c'est de pouvoir répertorier tous les risques éventuels, de pouvoir les évaluer par le couple fréquence et gravité, et comme ça, elle pourra donc les gérer en adoptant un bon contrôle interne. Et donc, c'est pourquoi on dit qu'au niveau du top management, d'ailleurs maintenant, c'est une spécialité, s'il vous plaît, les risques managers, les gestionnaires de risques, c'est une spécialité nouvelle. Actuellement, ça se trouve certes seulement dans les grandes boîtes, mais je peux dire que c'est une tendance pour l'avenir. Très bien. Donc, s'il vous plaît, pour pouvoir passer en quelque sorte à l'audit comptable et financier, vous vous rappelez très bien, la dernière fois, on a parlé. Oui, vous avez une question? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire que parmi les risques opérationnels, on a le risque de la sécurité, risque de fraude et les exemples que vous D'ailleurs, venez de moi, citer? je vais vous dire une chose. Donc, ça reste en quelque sorte mon appréciation personnelle. لأن دابا لا مشيتو قريتو في la gestion de risque غتلقاو plusieurs. Il y en a qui disent il y a des risques internes, des risques externes, il y a des risques opérationnels, des risques financiers et ainsi de suite. C'est-à-dire, selon moi, je vais vous dire une chose, vous pouvez être d'accord avec moi quand vous ne pouvez pas être d'accord, mais seulement il faut être bien convaincu, s'il vous plaît. Normalement, je travaille maintenant dans le cadre d'une entreprise. OK? L'entreprise, elle a une activité. Cette activité qu'on pourra résumer par un process, c'est-à-dire vous avez des procédures échelonnées et un process qui est échelonné dans le temps et dans l'espace pour arriver à un objectif donné. Donc, je vais vous poser une petite question. Si jamais il y a un risque, par exemple, je vous donne un cas très simple, le risque de change, c'est un risque, mais c'est un risque pour qui? Pour les entreprises qui réalisent des opérations en devise. Vous suivez avec moi. Si par exemple, moi je suis entreprise, je n'ai et je ne compte pas le faire, est-ce que je vais prendre ce risque et je fais une cartographie de risque? Non, madame. Très bien. Vraiment? C'est-à-dire, normalement, non. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dans la vie, il y a plusieurs risques, mais c'est quoi une bonne gestion des risques? Lorsque j'arrive à définir tous les risques qui me concernent. Maintenant, comment savoir les risques qui me concernent? Pour répondre à ta question, s'il y a un risque, mais ce risque ne va pas affecter mon activité, donc ce n'est pas un risque. Vous suivez avec moi? Mais s'il y a un risque, si jamais il est là, il va agir sur mon activité, c'est-à-dire sur les activités opérationnelles. Dans ce cas, bien sûr, je vais dire que c'est un risque. Donc, pour moi, tous les risques, finalement, ils peuvent se développer en risque opérationnel. D'accord? Donc, s'ils ne se développent pas en risque Cela opérationnel, dépend du secteur d'activité de l'entreprise. très bien. Bien sûr, cela dépend du secteur d'activité,
Cela dépend de la nature d'activité de l'entreprise. Cela dépend aussi de la taille de l'entreprise. Et cela dépend bien sûr parce que, attention, lorsqu'on parle de ça, normalement, on est dans le cadre des grandes boîtes. Les PME, PMI ne peuvent pas bien sûr se permettre d'avoir un management de risque. Tout simplement, c'est-à-dire ils peuvent l'avoir, mais je ne pourrais pas l'avoir de manière structurée. D'accord? Donc, je ne pourrais pas l'avoir qu'en fonction. D'ailleurs, même dans les grandes boîtes, ce n'est qu'actuellement qu'on assiste à des mises en place, par exemple, des cartographies de risques seulement pour certaines activités, par exemple le secteur bancaire. Vous savez, puisque le secteur bancaire, il est réglementé, c'est-à-dire il est bien réglementé, toutes les banques, elles disposent des cartographies des risques. D'accord? Bien sûr, avec le contrôle interne, avec l'audit interne et aussi le contrôle de gestion. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Autrement dit, s'il y a un risque qui ne peut pas affecter ce que je fais, pour moi, ce n'est pas un risque. Voilà. Donc, parce que ça ne sert à rien de gonfler une cartographie de risque, ça ne sert à rien de mettre beaucoup de risques, alors que leur importance n'a aucune utilité pour moi. D'accord? Donc, c'est ça le vrai travail. D'ailleurs, je peux vous le dire que dans la pratique, alors parfois, ça peut nous demander une année ou là 6 mois minimum pour mettre en place cette cartographie. Comment, c'est ce qu'on va voir par la suite, s'il vous plaît. D'accord? Madame, Oui? vous avez dit au début qu'il pourrait être des risques indirects qui peuvent affecter l'activité de l'entreprise. Un exemple, s'il vous plaît, un risque indirect. Très bien. Je peux vous donner un exemple tout simple. C'est-à-dire, supposons une entreprise, par exemple, agit dans un secteur d'activité. D'accord? Un secteur d'activité donné. Par exemple, l'agroalimentaire. D'accord? L'agroalimentaire. Supposons que nous avons l'agroalimentaire, c'est-à-dire l'entreprise fabrique, par exemple, soit des conserves de fruits, soit il conserve, par exemple, des jus, ainsi de suite. Supposons que cette année-là, par exemple, nous avons une sécheresse assez forte, ce qui fait que la matière première ou bien les fruits en question, ils vont générer bien sûr une hausse de prix considérable ou bien ils seront de mauvaise qualité. D'accord? Très bien. Ça, c'est un risque de quoi? C'est un risque de source externe. C'est un cas de force majeure. Il n'y a pas de pluie, c'est un cas de force majeure. Mais puisque l'entreprise travaille dans l'agroalimentaire, elle serait affectée. Vous suivez avec moi? C'est bon? Oui, madame, merci. Très bien. Alors que si une entreprise, par exemple, elle travaille dans l'industrie automobile, est-ce qu'elle va considérer ce risque de sécheresse, par exemple? Non, non, madame. C'est pourquoi je vous ai dit normalement, c'est spécifique, c'est-à-dire c'est par rapport, d'accord, à la nature d'activité de l'entreprise, le secteur d'activité, c'est-à-dire les risques qui se présentent pour un secteur ne sont pas les mêmes qui se présentent pour un autre secteur. Donc, une bonne gestion des risques, lorsque j'arrive à répertorier tous les risques qui me concernent moi en tant qu'entreprise et ne concernent pas les autres. D'accord? C'est pourquoi normalement chaque entreprise doit avoir sa propre cartographie des risques. D'accord? Pour savoir bien la gérer, bien sûr. C'est bon? Madame, Mhm. est-ce qu'on peut dire dans ce cas que chaque entreprise a ses propres risques et ça dépend Bien de sûr, il y a son des risques, activité? bien sûr, il y a des risques communs, il y a des risques qui sont spécifiques. D'accord? Parce que lorsque je dis le risque de change, c'est-à-dire toutes les entreprises qui travaillent en devise, elles ont le même risque de change. Mais des risques qui sont spécifiques à l'entreprise, ils dépendent de quoi? Ils dépendent de l'organisation de l'entreprise. Est-ce que j'ai une bonne organisation? Est-ce que j'ai un bon descriptif de poste? Et là, quand on dit une mauvaise organisation, l'entreprise pourra avoir des risques qu'une entreprise bien organisée peut ne pas avoir. Est-ce qu'on dit une bonne gestion des ressources humaines? C'est-à-dire, je gère bien sûr au niveau de l'effectif les compétences, les carrières, ainsi de suite. Donc, ça veut dire je vais courir moins de risques qu'une entreprise, par exemple, qui n'a pas cette culture
de gestion de ressources humaines, c'est-à-dire où les employés ne sont pas valorisés, ne sont pas motivés, d'accord? Donc, regardez bien, c'est vrai qu'il y a des risques en commun, mais il y a des risques spécifiques. C'est la raison pour laquelle on les appelle des risques normalement opérationnels qui peuvent concerner soit les personnes, la qualité des employés aussi. L'entreprise, elle peut être exigeante au niveau du choix de ses salariés, à exiger une compétence donnée. D'autres entreprises, on peut ne pas exiger ça. Donc, finalement, il y a ce qu'on appelle des risques communs, d'accord? Et il y a des risques spécifiques qui émanent de l'entreprise elle-même. Parce que si l'entreprise, par exemple, elle a un bon système d'information, elle a une bonne digitalisation, alors il pourra bien sûr essayer d'éviter des risques qui peuvent se trouver dans d'autres entreprises qui ne l'ont pas. D'accord? Donc, finalement, je peux dire, c'est la raison pour laquelle la cartographie doit être personnalisée, entreprise par entreprise. C'est-à-dire, on ne peut pas vous donner une cartographie des risques qu'on peut transposer à toutes les entreprises, à toutes les activités. Est-ce que c'est clair? Oui, Ça madame. va? Très bien, voilà, donc ça, c'est l'essentiel. D'ailleurs, ici, parce que n'oubliez pas que juste une initiation, si vous complétez, Inch'Allah, dans ce domaine, ou bien si vous avez un petit peu de curiosité, vous connaissez quelqu'un dans une banque, vous pouvez jeter un coup d'œil sur une cartographie des risques et vous allez mieux comprendre ce que je vous dis. C'est simple, c'est-à-dire nous avons un listing de tous les risques éventuels avec le couple fréquence-gravité et à côté, bien sûr, on peut mettre le dispositif de gestion de risque le plus convenable. Très bien. Donc, s'il vous plaît, si vous vous rappelez très bien, on a parlé dernièrement des principes comptables. Alors, dans ce point, je vais passer et je vais vous parler juste surtout des risques liés à la gestion comptable et financière. D'ailleurs, ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'était en général. Maintenant, je vais me limiter aux risques liés à la gestion comptable et financière. Bien sûr, ces risques-là qui peuvent être évalués par l'audit comptable et financier, c'est ce qu'on va voir par la suite. Très bien. Donc, normalement, lorsque je parle d'un risque comptable, puisque la comptabilité, c'est une activité comme les autres, on peut dire qu'il y a un risque comptable. Donc, ce risque comptable, il peut se matérialiser par quoi? Erreur d'enregistrement comptable. Par exemple, on a utilisé un compte au lieu d'un autre compte. Ou bien on a utilisé un compte avec un intitulé qui est erroné, le numéro de compte erroné. Par exemple, on a achat de marchandises, on a utilisé achat de matières premières. D'accord? Donc, c'est un risque. Traitement non conforme au principe comptable. C'est-à-dire lorsqu'on ne respecte pas un principe comptable ou bien on n'a pas respecté l'une de ces dérogations. Donc, là aussi, on a un risque. Schéma comptable aléatoire. D'ailleurs, si je reviens pour vous au schéma comptable, qui peut me décrire rapidement, s'il vous plaît, le schéma comptable? Hein? Qu'est-ce qu'on entend par le schéma comptable? Vous savez ou vous ne savez pas? Non, madame. Non, madame. Très bien. Donc, ça, je reviens parce que ici, le sous-bassement, c'est la comptabilité. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Dans télécom, de manière trop simple. Donc, normalement, l'exercice comptable, s'il coïncide avec l'année civile, il commence le 1-1. Donc, si vous voulez le 1-1, on démarre avec quoi? Avec le bilan d'ouverture. Bilan d'ouverture. Bilan, madame. Voilà, le bilan d'ouverture, normalement, c'est le bilan de clôture de l'exercice N-1. C'est dans le cadre, bien dans la perspective de continuité d'exploitation. Donc, regardez bien, parce que ça, s'il vous plaît, il faut le savoir, parce que ce sont des choses qu'on peut vous donner soit des entretiens de master, soit au niveau même des entretiens d'embauche. Faites attention. Le schéma comptable, bien sûr, vous êtes des gestionnaires, il faut le savoir. Donc, on commence par le bilan d'ouverture. Normalement, à partir du 1-1, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va commencer à enregistrer toutes les opérations courantes. Des reports à nouveau? Là, si vous voulez, bon, ça donne le journal, d'accord? Donc, c'est vrai, bien sûr, il y a la réouverture des comptes. Quand je démarre par le bilan d'ouverture, c'est la réouverture des comptes. Je réouvert les comptes parce que tous les comptes étaient fermés l'année précédente.
pour avoir le bilan de clôture. Donc, lorsque je vous dis le bilan d'ouverture, il y a la réouverture des comptes. Très bien. Donc, à partir du A1, qu'est-ce qu'on aura? On va avoir un suivi de toutes les opérations réalisées par l'entreprise. On va les enregistrer comptablement, c'est-à-dire un suivi au jour le jour, c'est le suivi chronologique. Bien sûr, on doit s'appuyer sur les pièces justificatives et bien sûr, on doit respecter tous les principes comptables qui concernent une opération donnée. Très bien. Donc, ce travail, il se fait pendant combien de mois? Normalement, pendant 12 mois. Le support, c'est le journal. OK? Je vais arriver le 31/12. N avant inventaire. Avant la date de l'inventaire, on va établir ce qu'on appelle la balance avant inventaire. Mais avant d'établir la balance, pour pouvoir centraliser les comptes ou bien toutes les opérations, on va établir ce qu'on appelle le grand livre. D'accord? Donc finalement, regardez, bilan d'ouverture, journal, grand livre pour centraliser tous les comptes et pour donc établir la balance avant inventaire. OK? Le 31/12, c'est la date d'inventaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les travaux d'inventaire, ce que vous connaissez. Les amortissements, les provisions, les travaux de régularisation, les travaux sur le stock. Donc, lorsqu'on fait ces opérations, on va les enregistrer à nouveau dans le journal. Donc, on va établir un journal qui concerne les travaux d'inventaire, mais normalement, c'est une continuité du premier journal. Une fois j'établis le journal, je refais le même travail, grand livre, pour centraliser les opérations et je vais établir la balance après inventaire. La balance après inventaire, s'il vous plaît, elle regroupe toutes les opérations avant inventaire et les opérations d'inventaire. Or, la balance, normalement, c'est quoi? C'est un document de contrôle de l'exactitude des calculs ou bien du respect de la partie double. Donc, vous allez trouver dans la balance tous les comptes de la classe 1 à la classe 7. Donc, vous avez de la classe 7 et 6, on va dégager un résultat. Donc, on va établir le CPC. Le résultat qu'on va constater dans le CPC, on va le transposer sur le bilan et on aura le bilan de clôture équilibré qui va devenir à son tour bilan d'ouverture l'année suivante. Très bien. Donc, je récapitule. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Je démarre par un bilan d'ouverture, réouverture des comptes, suivi des opérations courantes pendant toute l'année comptable. Le support, c'est le journal. Centralisation dans le grand livre. Établissement de la balance avant inventaire. On va effectuer les travaux d'inventaire, enregistrement dans le journal. On va établir le grand livre pour centralisation et on va établir une balance après inventaire. Cette balance après inventaire, je vais déduire les deux documents de synthèse exigés par la loi comptable marocaine. Le CPC tout d'abord pour avoir le résultat. Le résultat, il sera bien sûr porté au bilan, au passif du bilan et il faut trouver le bilan équilibré. Ce bilan de clôture deviendra le bilan de réouverture. Donc, c'est ça le schéma comptable, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, quand je dis là schéma comptable aléatoire, il se peut, par exemple, que le comptable, il a oublié un élément du schéma. Par exemple, il n'a pas établi le grand livre. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Ce qui Madame, peut se répercuter, bien sûr, sur la qualité de l'information comptable. Oui, je vous écoute. Madame, est-ce que chaque compte a son propre schéma comptable? Là, mais chez chaque compte, le schéma comptable, c'est un schéma normalisé, s'il vous plaît. Par exemple, la comptabilité marocaine, elle est régie par la loi comptable marocaine. D'accord? La loi comptable marocaine, c'est-à-dire le Code général de normalisation comptable, les principes comptables. Le schéma, d'ailleurs, c'est le même. D'ailleurs, moi, je peux vous dire même une chose. C'est de manière universelle. Mais chérie, donc, c'est un schéma comptable. Lorsque je vous dis le schéma comptable, c'est quoi?
C'est l'articulation des travaux comptables. D'accord? C'est une articulation, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait au cours de l'année? Parce que vous savez que dans la comptabilité générale, on ne fait rien, on respecte la loi. Donc, cette articulation passe du bilan d'ouverture, journal, grand livre, balance avant inventaire, travaux d'inventaire, journal, grand livre, balance après inventaire, CPC, bilan. Voilà, c'est un schéma qui est normalisé. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Non, ce n'est pas pour chaque opération. C'est bon? Oui, madame. Voilà. Très bien. Donc, je vais maintenant schématiser ces risques dans les points suivants pour vous dire normalement quelques exemples. Et vous allez suivre avec moi, s'il vous plaît, parce que les risques susceptibles d'apparaître, ce sont les points d'audit. Un auditeur comptable et financier, voilà ce qu'il doit chercher dans une mission d'audit. Donc, nous avons la première catégorie, c'est les risques liés aux objectifs de régularité et sincérité. D'ailleurs, s'il vous plaît, la régularité, c'est quoi? D'ailleurs, je pense que nous l'avons déjà vu. La régularité, c'est la conformité à la loi et aux principes comptables. La sincérité, c'est-à-dire tout ce que nous avons dans la comptabilité traduit réellement ce qu'on a fait. Automatiquement, c'est-à-dire l'entreprise n'a pas comptabilisé une opération fictive. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire toutes les opérations comptabilisées sont réelles. D'ailleurs, ça, vous pouvez l'écrire, s'il vous plaît. Je dis le comptable est égal au réel. Donc, je répète, lorsque je parle de la sincérité, c'est-à-dire je vais contrôler est-ce que tout ce qui est comptabilisé est réel. Il traduit vraiment des opérations réelles. Je peux inverser. Je dis je peux vérifier est-ce que le réel est égal au comptable. C'est-à-dire est-ce que toutes les opérations qu'on a réalisées sont comptabilisées. C'est-à-dire on n'a pas omis une opération, soit volontairement, soit involontairement. D'accord? Très bien. Donc, le premier point au niveau de cet objectif de régularité et de sincérité, nous avons l'exhaustivité. Normalement, lorsque je parle d'exhaustivité, ça veut dire toutes les opérations qui doivent être enregistrées sont enregistrées, on n'a rien oublié. Voilà. D'accord? Donc, si vous voulez, je peux le dire autrement. Toutes les transactions réalisées par l'entité doivent être reflétées par ces documents comptables. Il s'agit de s'assurer qu'aucune opération n'a été oubliée ou délibérément omise. C'est-à-dire, soit il est oublié involontairement, soit il est oublié volontairement. Par exemple, une entreprise, elle va oublier de comptabiliser un produit pour pouvoir déréduire la base imposable. D'accord? Donc, finalement, l'auditeur, il doit vérifier est-ce que toutes les opérations ou bien toutes les transactions réalisées sont enregistrées de manière exhaustive. D'accord? Très bien. Deuxième point. La réalité. C'est-à-dire ici, l'auditeur doit vérifier est-ce que seules les opérations réalisées sont comptabilisées. C'est-à-dire, si vous voulez, est-ce que l'entreprise n'a pas essayé de comptabiliser des opérations fictives? Par exemple, comptabilisation d'une charge fictive, toujours pour le même objectif, pour réduire la base imposable. Bien sûr, le deuxième volet, est-ce que les opérations enregistrées sont enregistrées dans les comptes adéquats, avec les intitulés adéquats et avec, bien sûr, les montants adéquats? C'est ça la réalité. Troisième critère, c'est la propriété. Et ça, je pense, vous le savez bien. Madame, Oui? pouvez-vous reprendre la réalité? La réalité, c'est-à-dire tout ce que vous avez dans la comptabilité traduit des opérations réelles. Moi, je peux vous donner un exemple très simple. Lorsque C'est pareil à la l'entreprise… sincérité. Pardon? Elle est pareille à la sincérité. Là, s'il vous plaît, tout ce que je vais citer, d'ailleurs, il y en a 8 ou 9 critères, toujours c'est relatif à la régularité et la sincérité. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez compris?
Oui, oui. C'est-à-dire, là, je vous dis normalement, l'auditeur, qu'est-ce qu'il va chercher dans une mission d'audit comptable et financier? C'est-à-dire, la première des choses, il doit vérifier est-ce que toutes les opérations sont enregistrées de manière exhaustive. Nous n'avons pas des omissions. Le deuxième volet, est-ce que toutes les opérations que nous avons réalisées, c'est-à-dire réalisées par l'entreprise, elles sont bien enregistrées, d'accord? Avec une imputation correcte, un numéro de compte correct et bien sûr un intitulé correct, d'accord? Oui, d'accord. Troisième point, toujours je suis dans la régularité et la sincérité, s'il vous plaît. Troisième point, c'est la propriété. D'ailleurs, s'il vous plaît, ça, vous le savez, je pense. D'ailleurs, je suis à la compta générale, s'il vous plaît. Vous savez qu'au Maroc, bien sûr, nous avons la prééminence de la réalité sur la forme. Ça veut dire seuls les biens qui sont à la propriété de l'entreprise sont enregistrés dans le bilan à l'actif. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous savez très bien que les biens financés par crédit bail, même si l'entreprise travaille avec, ce sont des facteurs de production. Est-ce qu'ils figurent dans le bilan de l'entreprise? Non. Voilà. Ils figurent dans le bilan de la société de crédit bail. Est-ce que c'est clair? Donc, là, il faut faire attention. Est-ce que tous les éléments qui figurent dans l'actif sont vraiment à la propriété de l'entreprise? D'accord? Est-ce qu'il ne s'agit pas des biens loués, par exemple, ou bien des biens empruntés d'une société ou bien d'une autre entreprise? Je vous donne un exemple très simple. Il se peut que l'entreprise, bien sûr, emprunte, bien sûr, une machine d'une autre entreprise. La machine, elle va se trouver dans l'entreprise. Elle est là dans les ateliers. Donc, il se peut que l'entreprise va la mettre au bilan pour gonfler le patrimoine. Or, le rôle de l'éditeur est de savoir est-ce que cette machine qui se trouve dans le bilan, vraiment, elle est à la propriété de l'entreprise. C'est-à-dire, elle n'est pas louée ou bien elle n'est pas empruntée. D'accord? Quatrième critère. Nous avons l'évaluation correcte. L'évaluation correcte, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de vérifier que les éléments d'actifs et de passifs sont évalués à leur juste valeur? S'il vous plaît, comme juste un petit exemple. La juste valeur ici, ce n'est pas la juste valeur dans les normes IFRS. La juste valeur à ce niveau-là, c'est la valeur exacte. Ça veut dire, lorsque normalement, au Maroc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le principe de coût historique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque l'entreprise achète un bien, avec quelle valeur il va le faire figurer au bilan, par exemple, dans le cas d'acquisition d'un bien? Valeur d'achat. La valeur d'achat. Cette La valeur valeur d'achat, d'entrée. non, la valeur d'entrée, s'il vous plaît, elle a fait à plusieurs valeurs. Le coût Parce que d'acquisition. lorsqu'on dit la valeur C'est d'entrée, c'est vrai. La valeur d'entrée, c'est la valeur d'entrée au bilan. Mais d'où elle provient? Par exemple, si l'entreprise, il s'agit d'une acquisition, j'ai acheté une IMO. Je vais avoir donc le coût d'acquisition. C'est le prix d'acquisition plus ses frais accessoires. Est-ce que c'est clair? En fait, nous avons des particularités, mais je ne vais pas entrer beaucoup dans le détail. Si une entreprise produit une IMO pour elle-même, par exemple, très bien. Donc, par exemple, une entreprise qui fabrique des ordinateurs, elle a gardé des ordinateurs pour elle-même. Donc, il va les faire figurer où? À l'actif. Avec quelle valeur? Normalement, c'est le coût de revient ou le coût de production. D'accord? Très bien. L'entreprise, elle peut avoir une IMO à titre d'apport, c'est-à-dire un actionnaire, au lieu d'apporter de l'argent, il lui a apporté une IMO. Avec quelle valeur il va la faire figurer au bilan? La valeur Hein? actuelle. Très bien. La valeur actuelle ou bien ce qu'on appelle aussi la valeur d'apport. Parce que dans ce cas, il faut nommer un commissaire aux apports pour valoriser, pour définir la vraie valeur. Très bien. Voilà. Je peux avoir d'autres exemples, c'est-à-dire l'entreprise, elle peut avoir une immobilisation à titre de don. Là aussi, c'est la valeur du marché. Je peux avoir une immobilisation, par exemple, à titre d'échange. J'ai échangé avec une autre IMO. Dans ce cas, on va voir la valeur vénale. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Que le fait d'avoir une IMO au sein de l'entreprise peut provenir de différentes sources. Chaque source, normalement, va nous donner une valeur différente. Le rôle de l'auditeur, c'est de s'assurer
que l'entreprise a retenu l'évaluation correcte. Est-ce que vous avez compris? Ça va? Oui, madame. Oui, Très madame. bien. Donc, ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, vous savez très bien que les immobilisations sont amortissables. Donc, l'entreprise, elle pratique l'amortissement. Donc, là aussi, l'auditeur va vérifier est-ce que l'entreprise respecte le principe de permanence des méthodes. C'est-à-dire, est-ce que l'amortissement pratiqué cette année, c'est le même qui est pratiqué l'année avant? Donc, pour ne pas, c'est-à-dire pourquoi? Parce que le principe de permanence des méthodes, je n'ai pas le droit de changer de méthode, sauf si je peux justifier le changement dans l'éthique. La même chose, l'auditeur va vérifier est-ce qu'on a respecté ce principe? Si jamais il y a un changement de méthode, est-ce que l'entreprise l'avait précisé dans l'éthique? Parce que si l'entreprise ne le précise pas dans l'éthique, alors c'est une irrégularité que l'auditeur va signaler. D'accord? Très bien. Donc, nous avons le critère suivant. C'est l'enregistrement dans la bonne période. Bien sûr, l'enregistrement dans la bonne période, ça rejoint quoi? Ça rejoint le principe de spécialisation des exercices. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise n'avait pas laissé dans sa comptabilité des charges constatées d'avance, ou bien elle avait oublié de comptabiliser des charges à payer, ou bien des produits constatés d'avance, ou bien des produits à recevoir. Sixième point, nous avons l'imputation correcte, c'est-à-dire on a utilisé le bon compte. Bien sûr, s'il vous plaît, lorsque je dis le bon compte, attention, parfois même au niveau du numéro, parce que je dois avoir le vrai numéro. Par exemple, lorsque je dis achat de matières premières et achat de marchandises, normalement, ces deux opérations, elles ont le même impact sur le résultat. Mais je dois utiliser le bon compte pour l'achat de marchandises, c'est-à-dire le 6111, et le bon compte pour l'achat de matières premières, c'est le 6121. D'accord? Très bien. Nous avons la totalisation et centralisation correcte. D'ailleurs, c'est ce que je viens de vous expliquer dans le schéma comptable. Les opérations, on doit les centraliser où? Dans des comptes schématiques, c'est le grand livre. Donc, on doit faire le total de tous les comptes pour pouvoir dégager les soldes et pour pouvoir établir la balance. Donc, l'auditeur doit vérifier est-ce que l'entreprise a respecté ce schéma comptable. Parce que le non-respect du schéma comptable, c'est une irrégularité qui doit être signalée par l'auditeur. Et enfin, bien sûr, vous avez les informations adéquates, c'est-à-dire en respectant le principe d'importance significative, que toute information utile pour pouvoir aider l'utilisateur à comprendre la comptabilité doit être mentionnée dans l'éthique. Voilà donc les les 8 critères que doit chercher un auditeur pour vérifier la régularité et la sincérité de la comptabilité. S'il vous plaît, les 8 critères, il faut les connaître par cœur. Parce que c'est en fonction de ça, c'est ce qu'on va voir dans les cas pratiques, que vous pourriez auditer une comptabilité donnée, bien sûr. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. Ça va? Donc, pas de questions Oui, sur madame. de fond, sur… Très bien. Donc, là, d'ailleurs, si vous suivez avec moi, vous n'aurez aucun problème. Alors, s'il vous plaît, et vous allez savoir une chose, que ça, normalement, là, il faut savoir une seule fois. C'est-à-dire, une fois on le sait, ça y est, là, c'est du acquis. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce qui peut changer? Ce sont les cas. Mais c'est le même travail qu'on refait à chaque fois. Très bien. Donc, toujours pour vous aider à mieux appréhender ça, je vais vous donner ici quelques questions que doit se poser l'auditeur et qui vont exprimer ses préoccupations. Donc, c'est juste à titre indicatif, hein. Si vous voulez, la première question, et si vous suivez bien ces questions, alors vous allez voir, c'est tout ce qu'on fait dans la comptabilité. C'est-à-dire, ça va toucher en quelque sorte toute la comptabilité générale. Donc, la première question, est-ce que toutes les opérations de l'entreprise devant être comptabilisées ont-elles fait l'objet d'un enregistrement dans les comptes? Hein? Et si, s'il vous plaît, d'ailleurs, moi, je vais vous poser une question, vous allez me répondre. Est-ce que dans ce cas, je parle du comptable qui est égal au réel ou bien le réel qui est égal au comptable? Réfléchissez, s'il vous plaît.
Euh, Je répète, toutes les opérations de l'entreprise devant être comptabilisées ont-elles fait l'objet d'un enregistrement comptable? Réel Le égale réel comptable. est égal comptable. réel est égal Très bien. comptable, c'est le réel. Oui. Hein? Très bien. Vous avez bien compris donc. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on a réalisé est comptabilisé. Deuxième question. Est-ce que tous les enregistrements portés dans les comptes sont-ils la traduction correcte d'une opération réelle? Je répète. Est-ce que toutes les opérations portées dans les comptes sont-ils la traduction correcte d'une opération réelle? Donc ici, qu'est-ce que je peux dire? C'est le réel qui est égal au comptable. Comptable est égal réel. Oui, madame. Très bien, c'est le comptable qui est égal au réel. C'est-à-dire tout ce qu'on a comptabilisé, ce sont des opérations réelles. S'il vous plaît, vous pouvez l'écrire. Hein. Vous mettez 1, vous écrivez ceci comme ça. Il y en a parfois, il faut raisonner juste au niveau du réel égal au comptable, le comptable est égal au réel. Vous écrivez ça, s'il vous plaît. Très bien, donc je répète pour la première opération. Toutes les opérations de l'entreprise devant être comptabilisées ont-elles fait l'objet d'un enregistrement dans les comptes? C'est-à-dire, est-ce que le réel est égal au comptable? Autrement dit, tout ce qu'on a fait était comptabilisé. Deuxième question. Tous les enregistrements portés dans les comptes sont-ils la traduction correcte d'une opération réelle? C'est-à-dire, tout ce qu'on a dans la comptabilité traduit des opérations réelles. OK? C'est bon? Ça va? Vous suivez avec moi, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Troisième question. Et vous allez me dire de quoi s'agit-il? Toutes les opérations enregistrées durant l'exercice concernant-elles la période écoulée et elle seule? S'il vous plaît, vous désactivez vos micros là derrière vous. Désactivez. Bien, donc, toutes les opérations enregistrées durant l'exercice concernant-elles la période écoulée et elle seule? Inversement, des opérations concernant cette période ne sont-elles pas enregistrées dans un autre exercice? Qu'est-ce qu'on vérifie ici? Le principe de spécialisation d'exercice. Très bien, donc c'est l'imputation dans la bonne période. Là, j'ai tous les 8 points qu'on a traités. Très bien. Madame, la troisième question, c'est quoi? C'est l'imputation dans la bonne période par respect du principe spécialisation des exercices. La bonne période, c'est la spécialisation des exercices. Quatrième question. Tous les soldes apparaissent au bilan, représentent-ils des éléments d'actifs et passifs existants réellement? C'est C'est propriété. quel critère? Propriété. Très bien, propriété. Bravo. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que je fais maintenant? Et Annie, s'il vous plaît, là, si vous avez suivi avec moi, dites comme les critères. Maintenant, je vous donne les questions que doit se poser l'auditeur. Si la réponse est positive, ça veut dire le critère est validé. Et la mission va se dérouler de cette manière. C'est ça la mission d'audit. Vous avez ces éléments d'actifs et de passifs, sont-ils évalués à leur juste valeur? Évaluation correcte. Très bien. C'est l'évaluation correcte. Très bien. Les documents financiers sont-ils correctement présentés? C'est-à-dire, quand je dis document financier, c'est le bilan CPC. Pardon? Information adéquate. Pardon? Réalité. Très bien, c'est l'information adéquate et vous avez même au niveau du schéma comptable, c'est-à-dire est-ce qu'on a respecté, si vous voulez, le schéma comptable, on a établi la balance avant d'établir le CPC et le bilan. S'il vous plaît, sachez une chose qu'au Maroc, et d'ailleurs parfois je vois que, bon, parfois on a des dérapages, mais vous savez que le Maroc, par exemple, le résultat ne peut pas être déterminé par le bilan.
D'ailleurs, je sais que dans la comptabilité générale, par exemple, parce qu'il y avait juste des cas techniques, on peut vous demander, par exemple, un bilan déséquilibré et vous allez l'équilibrer par le biais du résultat. Or, normalement, ce n'est pas juste. Pourquoi? Parce que la loi comptable marocaine exige que le résultat, normalement, c'est produit moins charge. Ce résultat-là, qu'est-ce qu'il représente? Soit un enrichissement du patrimoine, on va l'ajouter aux capitaux propres, soit un appauvrissement du patrimoine, on va le déduire des capitaux propres. Parce que le patrimoine net, on va les capitaux propres, c'est l'actif moins le passif. D'accord? Très bien. Donc, toujours dans le schéma comptable, Racine Ibdab le CPC, et après j'établis le bilan. Je ne fais pas l'inverse. Est-ce que c'est clair? Vous avez les documents financiers. Fournissent-ils des informations complémentaires pour la mission d'audit? C'est quel principe? L'information adéquate. Très bien. C'est-à-dire le principe Le document éthique. d'importance significative, s'il vous plaît. Très bien. Donc, est-ce que vous avez compris jusqu'ici, s'il vous plaît? S'il vous plaît, ça, c'est la base de l'audit comptable et financier. La vous n'aurez aucun problème. En fait, j'ai essayé de résumer au maximum hein, parce qu'il s'agit juste d'audit général. C'est comme juste une initiation. Mais en même temps, ça vous donne une idée il s'agit de quoi l'audit. Pour les gens qui sont intéressés par ce domaine-là, ça comme une idée, c'est quoi le travail d'un auditeur. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Madame, Mhm. la sixième et la septième question. Je crois que la 16. Très bien. Donc, je reprends la sixième question. Parce que vous savez, s'il vous plaît, que les documents comptables, d'ailleurs, je répète toujours la même phrase. Vous savez que la comptabilité générale, on l'appelle une comptabilité de constatation. C'est-à-dire, dans la comptabilité générale, on ne fait rien. On ne fait que constater conformément à une réglementation comptable. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Comme achat de marchandises, règlement par chèque. Qu'est-ce que vous allez faire? Un compte achat de marchandises, vous allez débiter achat de marchandises, vous allez créditer la banque. Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut faire autrement? Hein? Non, madame. Très bien. Est-ce que le comptable peut prendre la décision d'achat? Non, il n'intervient pas dans la décision d'achat. C'est-à-dire le comptable, pour passer l'opération, il faut que l'opération passe déjà, indique les pièces justificatives, toutes les pièces nécessaires. En fonction de ces pièces justificatives, elle a une nomenclature comptable. Elle dit que la nomenclature comptable, ça tenait les comptes que je dois utiliser. Je vais juste essayer de choisir le bon compte et je vais mettre l'opération dedans. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est une comptabilité de constatation. Seulement, je constate et je traduis en fonction d'un langage normalisé, parce que la comptabilité, là, c'est un langage de traduction, tout simplement. J'aime ce que je fais par un langage qui est normalisé, qui est codifié par le plan comptable et par le Code général de normalisation comptable. Donc, la présentation des documents comptables, c'est une présentation normalisée. Même qu'une entreprise va présenter les documents de synthèse autrement, qu'il y ait une seule présentation. Donc, le rôle de l'auditeur, il va vérifier est-ce que les documents comptables sont correctement présentés. Le CPC, c'est le CPC, le bilan, c'est le bilan, l'éthique, c'est l'éthique. D'accord? Et loin de là, parce que vous savez, pour les grandes boîtes, elle a par exemple l'obligation de présenter le tableau de financement. Je pense, là, vous savez comment le présenter. Comme l'état des sources de gestion, une nomenclature de présentation. Donc, l'auditeur, tout simplement, ce qu'il va vérifier là, est-ce que les documents sont bien présentés correctement ou pas? C'est tout. Est-ce que c'est clair? Ça va? La personne qui a posé la question, s'il vous plaît. Madame, Hein? vous avez dit que l'auditeur, il se pose la question et si c'est correct, alors c'est validé. Mais comment il fait pour connaître la réponse? J'ai pas bien compris. Mais n'oubliez pas que ici, dans ce cas, je parle de l'audit comptable et financier. Quelle est la base de données de l'auditeur? C'est la comptabilité de l'entreprise, s'il vous plaît.
Et pour faire l'audit comptable et financier, l'entreprise doit donner tous les documents comptables à l'auditeur. Est-ce que vous avez compris? L'auditeur ici, qu'est-ce qu'il va vérifier? Il va vérifier la comptabilité, les documents comptables, le journal, le grand livre, la balance, les documents de synthèse. Et lui, c'est à partir d'une lecture de ces documents comptables qu'il peut arriver à répondre à toutes ces questions, s'il vous plaît. D'accord? Et bien sûr, en fonction de ce qu'il doit chercher, parce qu'il doit savoir qu'est-ce qu'il cherche. Alors, un auditeur comptable et financier doit maîtriser tout d'abord la comptabilité et la finance en même temps. Est-ce que vous avez compris? D'ailleurs, on va avoir des applications là-dessus par la suite. Mais n'oubliez pas que l'audit comptable et financier, l'objet, c'est quoi? Il y a la comptabilité. C'est-à-dire, un auditeur, pour faire un audit comptable, il va demander à l'entreprise de lui donner sa comptabilité. Et à partir d'un examen critique de cette comptabilité, il peut bien sûr se poser ses questions pour avoir ses réponses. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Voilà, la mission d'Yalouhta, c'est l'audit comptable et financier. D'accord? D'ailleurs, on va voir après dans la démarche d'audit comment je vais arriver à avoir cette mission. Et en traitant des cas pratiques, vous allez voir qu'est-ce qu'on va chercher et comment l'auditeur peut détecter qu'il y a des anomalies. Un exemple très simple. Supposons que l'auditeur n'a dans la comptabilité, mais c'est générale d'une entreprise. D'ailleurs, ici, s'il vous plaît, j'essaierai de simplifier parce que dans la pratique, ce n'est pas aussi facile. Parfois, on peut ne pas auditer toute la comptabilité, on auditerait quelques comptes. Il y en a selon le besoin. Mais je vais supposer qu'il s'agit d'un audit général de la comptabilité. L'auditeur a les documents comptables. Dans les documents comptables, qu'est-ce qu'il constate? Il y a le bilan d'ouverture, quel le journal, quel les travaux d'inventaire, mais quel le grand livre, mais quel la balance. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est un exemple très simple. L'analyse des comptes. Les documents. Il va poser à la question à l'entreprise, le grand livre et la balance. Est-ce que là, et peut-être ils se sont détériorés ou je ne sais pas quoi. Donc, l'auditeur, qu'est-ce qu'il va conclure? Les documents financiers ne sont pas correctement présentés. Je fais tout d'abord. Oui, mademoiselle. Est-ce que vous avez compris maintenant, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. D'accord? S'il vous plaît, au niveau de la pratique, bon, c'est. Et qu'il y a un ordre de travail. Il y a tout d'abord, est-ce qu'ils sont là? Une fois je dis c'est bon, ils sont là, je vais passer à examiner peut-être compte par compte en cherchant est-ce que toute la traçabilité est là? Est-ce qu'on a respecté toutes les normes? Est-ce qu'on a respecté tous les principes comptables et ainsi de suite? Je reviens à la 7e, s'il vous plaît, question. Les documents financiers fournissent-ils des informations complémentaires pour la mission d'audit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que vous avez toutes les informations utiles pour que l'auditeur réalise bien sa mission? Et ça, bien sûr, j'en fais référence à l'éthique. C'est-à-dire, est-ce que l'état des informations complémentaires, il est bien présenté? Est-ce que c'est clair? D'accord? Et parallèlement, c'est le principe d'importance significative. Ça va? Oui, madame. Merci, madame. Madame, c'est clair. Très bien. Donc, je passe. D'ailleurs, ici, s'il vous plaît, je le dis plusieurs fois autrement. Donc, s'il vous plaît, je ne vais pas parler maintenant de l'audit comptable et financier. Je vais passer à un autre point. Parce que ici, vous avez juste, je vous ai donné une notion pour pouvoir parler des risques. Je vais passer au contrôle interne. À l'audit comptable et financier. Voilà. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. Parce que normalement, quand je veux présenter l'audit comptable et financier, j'aimerais bien présenter des cas pratiques. Donc, même que je ne dit le contrôle interne et la démarche d'audit. Bien. S'il vous plaît, d'abord, le contrôle interne. Le contrôle interne, d'ailleurs, nous l'avons vu dans les normes d'audit, c'est l'ensemble des sécurités contribuant à la maîtrise des risques. Il a pour but d'assurer la protection, la sauvegarde des actifs,
de favoriser l'amélioration des performances, d'appliquer les instructions de la direction et d'assurer la qualité de l'information et du reporting. S'il vous plaît, et là, je fais la définition, c'est la même définition qui se trouvait dans les normes d'audit interne. Très bien. Donc, normalement, s'il vous plaît, prenez une feuille, suivez avec moi, s'il vous plaît. Juste, on va faire un petit schéma. Comme ça, on peut travailler tranquillement. Donc, nous avons ce qu'on appelle la gestion des risques. Je répète, la gestion des risques, il s'agit de répertorier tous les risques éventuels avec une mesure en fonction de leur gravité et leur fréquence. Maintenant, comment on va gérer ce risque en mettant en place ce qu'on appelle le contrôle interne? S'il vous plaît, ce que j'aimerais que vous sachiez que le contrôle interne, normalement, c'est un ensemble de procédures et de processus qui sont là pour aider le bon fonctionnement de l'entreprise. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, je répète, le contrôle interne, c'est un ensemble de procédures, c'est un ensemble de processus qui vont aider l'entreprise à fonctionner normalement. D'accord? Donc, pour fonctionner normalement, l'entreprise doit protéger son patrimoine, c'est-à-dire le bilan. L'entreprise, bien sûr, elle doit éviter tous les risques qui peuvent affecter ses opérations. L'entreprise doit respecter, bien sûr, la réglementation générale et le règlement interne de l'entreprise. Et enfin, l'entreprise doit fournir des informations comptables et financières de qualité. Yani, finalement, le contrôle interne touche à toute l'entreprise. D'ailleurs, pour le modèle qu'on va utiliser, je vais vous le montrer, vous allez mieux comprendre tout ça. Et si vous comprenez bien, je peux vous dire dès maintenant, une entreprise pour qu'elle existe, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'une structure, elle a besoin d'une activité. Le déroulement de cette activité, bien sûr, pour pouvoir le faire, elle a besoin d'une réglementation, elle a besoin d'un règlement interne. Et tout ça, bien sûr, est traduit par la comptabilité. Donc, ce sont les 4 points qui sont concernés par le contrôle interne. Et ces 4 points, donc, doivent être sécurisés. D'accord? C'est bon? Oui, madame. Très bien. Donc, ce contrôle, il se matérialise par quoi? Par l'organisation du travail. Bien sûr, on doit avoir un descriptif de poste, c'est fondamental. D'ailleurs, je vais vous dire une chose et retenez-le bien, s'il vous plaît, dès maintenant. Vous savez que lorsque, par exemple, une entreprise mal organisée, alors on ne peut pas parler de contrôle interne, donc l'organisation, c'est très important. D'ailleurs, même pour la mise en place d'un contrôle interne ou bien d'un dispositif de contrôle interne, on commence par une organisation du travail. Vous avez des méthodes, c'est-à-dire les méthodes de travail doivent être bien claires, bien formalisées, et vous avez aussi les procédures qui doivent être formalisées dans chacune des activités de l'entité. Pardon, c'est-à-dire tous ces éléments-là constituent des préalables pour avoir un bon contrôle interne. Donc, ceci nous amène à avoir la définition synthétique. Le contrôle interne est donc un ensemble de dispositifs, de dispositions mises en œuvre de façon permanente par les responsables à tous les niveaux de l'entité pour maîtriser les risques liés à son activité et lui permettre d'atteindre ses objectifs. Donc, c'est ça le contrôle interne. Je vous donne un cas très simple. Lorsqu'on parle, par exemple, de sécurité des informations, c'est-à-dire l'entreprise elle a des logiciels performants pour que les informations soient sécurisées. C'est du contrôle interne. Si vous vous rappelez très bien, nous avons parlé la dernière fois de système de pointage. C'est du contrôle interne. Lorsque l'entreprise, par exemple, pour certaines activités, on exige, c'est-à-dire des habillements pour le travail, par exemple pour les ouvriers, c'est pour leur sécurité. C'est du contrôle interne. Lorsque l'entreprise contracte des assurances pour protéger son actif, c'est du contrôle interne. Lorsque l'entreprise établit des procédures pour chaque personne en fonction de son activité, en fonction de ses opérations répétitives, c'est du contrôle interne. Donc finalement, le contrôle interne, c'est lui qui régit tout ce qu'on fait au sein de l'entreprise. C'est un ensemble de dispositifs et un ensemble de dispositions.
Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame. Très bien. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Ça va? C'est bon? Madame, ça va. Très bien. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui, s'il vous plaît. Demain, s'il vous plaît, pour la matinée, vous avez un cours après moi, normalement. Oui, madame, contre 10. Oui, madame. Pour Très bien. l'ensemble Donc, de la demain, madame? très bien. Donc, s'il vous plaît, on va commencer normalement à 9 heures. D'accord? C'est bon? Oui, c'est bon, madame. Merci beaucoup, Mais madame. on va s'arrêter à. Très bien. On Voilà. a un cours d'un. Donc, 9 heures, c'est 10h30. Non, parce que c'est mon temps, c'est-à-dire mon horaire. Parce qu'en principe, on commençait à 9h moins quart. Avec le ramadan, ils nous ont demandé de décaler d'un quart d'heure. D'accord, Donc, ça va être, voilà, 9h, 10h15, puisqu'on ne travaille que 1h15 pour le ramadan. D'accord? Très bien. Anna, je vais vous essayer de vous envoyer le document ce soir, s'il vous plaît, avec le document des principes comptables. D'accord? Yallah, merci. D'accord, madame. À demain, Inch'Allah. Merci, Yallah, bonne fin de madame. journée. Merci, madame. Merci à vous. Au revoir. Merci, madame. Mubarak. Merci, merci. Elina, wa alik, barakallahu fik.